Trump contre Musk, le crack Tesla. Les investisseurs ont retenu leur souffle ces derniers jours en observant la trajectoire de Tesla. L'action du géant des véhicules électriques a subi une chute vertigineuse, enregistrant 4 jours de baisse sur les 5 dernières séances de négociation. Cette dégringolade a effacé plus de 150 milliards de dollars de sa capitalisation boursière, ramenant sa capitalisation boursière en dessous des 1000 milliards, donc en dessous des 1 trillion. Donc, pour mettre les choses en perspective, il s'agit de l'une des baisses les plus importantes de son histoire, pour Tesla, bien sûr. Donc, selon les données de Dow Jones Market Data, donc, alors que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average connaissaient des reculs bien plus modestes, la question était sur toutes les lèvres. Pourquoi une telle volatilité chez Tesla? Je vais vous dire une chose. Quand on remarque qu'une entreprise, et ça c'est une parenthèse, une entreprise baisse, accuse une chute plus violente que la chute globale ici de l'index ou bien de l'indice, ça à prendre en considération. Je prends un exemple. Si le S&P 500 chute de 1% et qu'une entreprise fait moins 5, moins 2 ou bien plus que moins 2, plus que moins 1%, c'est important à aller regarder. Si le S&P 500 fait plus 1% et que vous êtes à 0 ou bien en dessous de 0, c'est important à aller regarder. Mais encore plus quand c'est à 2 chiffres. Je m'explique. Enfin, je n'ai pas les chiffres de la baisse du S&P 500 ou bien de la performance du S&P 500 le 5 du mois de juin 2025. C'est très épisodique. Mais si Tesla baisse à un chiffre enfin, pas un chiffre à 2, ça serait une tautologie. Mais si on a une baisse ici de Tesla à un niveau supérieur à 2 chiffres, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller regarder. Ça peut être une opportunité, comme ça peut également être une entreprise qui subit une décroissance de manière structurelle. Mais bon, on n'est pas encore à ce niveau-là. Là, on est encore au niveau de l'observation. La question qu'on se pose, c'est pourquoi vous, en tant qu'investisseur intelligent, c'est la question que vous devez vous poser, pourquoi une telle volatilité chez Tesla? Cette situation n'est pas sortie de nulle part. La chute, en réalité, a commencé plus tôt dans la semaine, portant la baisse sur 2 jours à plus de 17% à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est 4h31 du matin où je mentionne cette phrase-ci, d'accord? Et nous sommes le 6 du mois de juin 2025. Donc, sur 2 jours, à plus de 17%, sa performance sur une si courte période, sa pire performance sur une si courte période depuis 2020. On va considérer ça comme du bruit, mais c'est important de le mentionner. Plusieurs facteurs sont combinés pour créer cette tempête parfaite, mais un élément se détache de son intensité. Par son intensité, pas de son intensité, mais par son intensité. Et vous le voyez tous, c'est sous vos yeux, le conflit ouvert entre Elon Musk et le président Trump. Pour bien comprendre les ressorts de cette onde de choc, il faut d'abord se tourner vers l'arène politique où s'est joué le premier acte. Et pour l'investisseur avisé ou l'investisseur intelligent, vous savez que politique et business, ça ne fait pas bon ménage. D'accord? On s'arrête d'abord là. On va continuer. Je pense qu'on va revenir dessus plus tard dans la vidéo. Donc, le principal catalyseur de l'inquiétude des investisseurs a été l'escalade des tensions entre le PDG de Tesla et la Maison-Blanche. La discorde a éclaté lorsque Musk a vivement critiqué un projet de loi majeur sur les impôts et les dépenses de l'administration de Trump. Et sur cette partie-là, il faut qu'on mentionne qu'il y a des éléments qui vous concernent, vous. Et je remercie Anthony qui fait partie du programme d'accompagnement, qui a mentionné que, qui a relevé cette information-là. En fait, il y a un élément dans ce projet de loi-là, ce projet de loi justement sur les impôts et les dépenses, donc c'est un projet de loi budgétaire, il y a un élément qui voudrait à ce que les investisseurs étrangers sur les entités américaines payent plus d'impôts.
Je ne sais pas dans quelle région géographique vous vous situez. Canada, Luxembourg, Belgique, Suisse, France. Vous savez que sur cette chaîne, je parle en français. D'accord? Je m'adresse plus à des francophones. Mais je ne peux pas parler d'une région géographique particulière, surtout que moi-même, je suis à l'extérieur, disons, enfin, même pas à l'extérieur de la zone francophone, mais moi, je suis au Canada. Donc, techniquement, ça s'adresse par rapport à tout un chacun, il faut aller voir quels pourraient être les impacts sur mon portefeuille de manière générale. Je ferai une vidéo par rapport à ça, si je n'oublie pas, bien sûr, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Mais pour faire simple, on va se dire une chose, c'est que si le projet de loi passe, ça ne veut pas forcément dire que l'augmentation des impôts sera appliquée. Non, c'est une mesure ici pour mettre la pression au niveau des négociations entre l'Europe et les États-Unis. Ça peut également être avec le Canada et les États-Unis. OK? Donc, quand bien même, exagérons un tout petit peu, cette mesure viendrait à être appliquée concrètement, ça sera uniquement pendant le magistère de Trump, généralement. Enfin, on espère que ça sera juste ça. Mais de deux, au cas où même c'est à long terme, admettons, qu'après Trump, il y ait quelqu'un d'autre qui soit d'un autre parti ou bien du même parti et qui voudrait garder la même législation, vous, en tant qu'investisseur, vous devez être un peu plus exigeant par rapport au prix que vous voulez payer sur des entreprises qui vous semblent intéressantes. C'est une parenthèse que je referme présentement. Donc, on continue. Donc, la situation s'est envenimée. Et là, on continue à parler de Trump et de Elon Musk. Donc, la situation s'est envenimée sur les réseaux sociaux. Dans un message au vitriol, Elon Musk a affirmé que sans son influence, l'élection aurait été perdue par Trump, ajoutant avec amertume percevoir une grande ingratitude. Et ça, c'est un commentaire venant de moi. Je pense une chose, c'est que il a en partie raison et de deux, il est également très naïf. En politique, il n'y a pas d'amis. Musk voulait clairement avoir une certaine influence sur le président américain. Ça ne fonctionne pas. Il ne peut pas avoir deux chefs. Regardez les anciennes vidéos où Musk partait avec son fils à la présidence, etc., ou à la Maison-Blanche. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ces vidéos-là. Moi, je sais une chose, et je vous rappelle toujours une chose, c'est que je viens du continent africain. Chez nous, il n'y a pas deux chefs, il n'y en a qu'un seul. Si tu as un chef, si tu es coopté par quelqu'un, il faut tuer le père, de manière générale, si vous voulez lire à peu près l'image. C'est comme ça que ça fonctionne. Il ne peut pas avoir deux chefs. Et deuxièmement, on peut également rajouter que c'est deux personnalités fortes. Prenez Musk. Il a l'habitude d'être PDG de 4 milliards d'entreprises au même moment. Et il vous dit qu'il est assez performant pour gérer les 4 milliards d'entreprises. 4 milliards ici étant un chiffre que j'ai pris comme ça, juste pour mentionner que juste être PDG de SpaceX, Tesla, c'est déjà beaucoup. OK? Et vous avez Donald Trump, qui est quelqu'un qui a l'habitude de prendre beaucoup de place quand il arrive quelque part. OK? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui se fait manipuler aussi facilement. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais ça pourrait arriver. Mais je ne pense pas qu'il puisse déléguer une partie de son pouvoir à qui que ce soit, même si tu l'as aidé à gagner les élections. Et il faut dire une chose, c'est que beaucoup de gens négligent ou bien sous-estiment la puissance de Twitter, que moi j'appelle toujours Twitter, mais aujourd'hui ça s'appelle X. Mais Twitter est extrêmement puissant. Et je pense que le fait que Elon Musk ait acheté cette entreprise-là a eu un impact sur l'élection de Trump. Et je rappelle que Elon Musk, c'est plus d'une centaine de millions de followers. Je ne dis pas que tous les followers sont nord-américains, mais même si c'est 10 millions, c'est déjà beaucoup. OK? Donc, il faut vous dire ici que ça, c'est... Musk, dans son ambition de soutenir Trump, ce n'était pas désintéressé. C'est toujours une affaire d'argent.
de manière générale. Ça peut être que par rapport à SpaceX, comme par rapport à Tesla. OK? Et là, je continue. Donc, la réponse de l'exécutif ne s'est pas fait attendre. Le président Trump a exprimé sa grande déception envers Musk avant de porter l'estocade sur sa plateforme Truth Social. Et pour dire, entre parenthèses, Truth Social, c'est un truc qui va mourir de manière générale. C'est la même chose que X, mais en moins rentable, on va le dire comme ça. C'est uniquement pour les fanatiques de Trump. Donc, il a estimé que Elon devenait lassant et a ajouté qu'il lui avait retiré son mandat, et je cite, son mandat sur les véhicules électriques qui forçait tout le monde à acheter des véhicules électriques que personne d'autre ne voulait. Ce qui, selon lui, l'aurait rendu fou. Et par rapport à ce qu'il dit ici sur les véhicules électriques que personne d'autre ne voulait, le fait que Tesla forçait tout le monde à acheter les voitures électriques, il faut apporter des nuances. Trump, si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui parle dans les extrêmes. Soit il est extrêmement négatif ou il est extrêmement positif. Il n'est jamais entre les deux. Quand c'est beau pour lui, c'est extrêmement beau. Quand c'est moins beau, c'est extrêmement moins beau, si on peut le dire comme ça. D'accord? Donc, il faut faire attention par rapport à ces déclarations. C'est pour ça que j'évite souvent sur cette chaîne de parler de politique. Vous savez que je parle beaucoup d'entreprises nord-américaines. Pourquoi? Parce que géographiquement parlant, je suis très influencé par ces entités-là, étant en Amérique du Nord. Et je n'ai pas de PEA, je ne suis pas français, je n'ai même jamais mis les pieds en France. Je vous rappelle toujours pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ou bien ceux qui ne le savent pas. Donc, j'ai plus d'intérêt à parler d'entreprises nord-américaines que d'entreprises françaises venant d'Europe. Donc, même si je pense qu'il y a de très belles entreprises, ok, mais l'analyse fondamentale reste la même. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Géographie d'opération, est-ce que je comprends ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle distribue le produit? La dette est à quel niveau? Bref, ce sont les mêmes questions qu'on pose. Mais pour revenir ici, c'est que Trump, c'est quelqu'un qui parle dans les extrêmes. Il est toujours soit extrêmement négatif sur quelque chose ou bien extrêmement positif. Ça ne veut pas forcément dire qu'il aura raison. Et n'oubliez pas que ce n'est qu'un président qui sera là pour 4 ans et on va passer à autre chose. J'ai déjà fait mention sur cette chaîne de l'influence des présidents américains sur l'économie de manière générale. Et laissez-moi vous dire ici que c'est très minime. D'accord? Si vous êtes des investisseurs long terme, le long terme, ce n'est pas 4 ans. Ce n'est pas 10 ans. C'est plus que 10 ans. Et donc, il faut regarder l'objectif. Il faut toujours regarder au-delà de l'année en cours. Donc, si on prend du Tesla en date d'aujourd'hui, et on va en parler à la suite de la vidéo, n'allons pas trop vite. Donc, cette déclaration fait probablement référence à l'intention de l'administration d'éliminer les crédits d'impôts fédéraux pour l'achat de véhicules électriques. Donc, avant, aux États-Unis, si vous achetiez un véhicule électrique, vous aviez un crédit d'impôt, ce qui incitait les gens à acheter ce type de véhicule-là. Mais or, aux États-Unis, en fait, les gens préfèrent, enfin, la population préfère les voitures hybrides, électriques et également à combustion. On veut les deux. D'accord? Il y a plusieurs raisons par rapport à ça. Ça peut également être du fait que le réseau de recharge électrique n'est pas encore très établi de manière générale. Et encore, ça peut également être dû au fait que le consommateur ne fait pas confiance aux voitures électriques. OK? Donc, il y a un ensemble de raisons derrière. Je vais le dire comme ça. Donc, de plus, le gouvernement conteste l'autorité de la Californie à fixer ses propres normes d'émission, un point crucial pour Tesla qui tire des revenus significatifs de la vente de crédits réglementaires à d'autres constructeurs. Il est important de souligner que ces aides sont accessibles à toute l'industrie automobile et non exclusives à Tesla. Donc, cette passe d'armes, source de grande incertitude, a rendu les investisseurs nerveux, préférant voir le dirigeant de Tesla, à savoir Elon Musk, se concentrer sur l'innovation plutôt que la confrontation politique. Toutefois, il serait réducteur d'attribuer cette chute uniquement à ce duel au sommet. D'autres signaux plus discrets, mais tout aussi préoccupants, clignotaient déjà au rouge, on va le dire comme ça. Si le bras de fer politique a mis le feu aux poudres, d'autres éléments ont alimenté l'incendie.
Premièrement, la position politique de Musk a été citée par certains analystes comme un facteur pouvant affecter les ventes. Coïncidence ou non, les données publiées mercredi ont révélé une baisse de 36% des ventes de Tesla en Allemagne au mois de mai par rapport à l'année précédente. Donc un chiffre qui n'a fait qu'accentuer la nervosité ambiante. Il faut également rajouter une chose, et ça c'est au bénéfice de Tesla. Tesla est un vendeur de voitures. Oh mon ami, tu peux dire ce que tu veux. Ce sont des vendeurs de voitures. Ouais, mais tu ne vois pas les robots humanoïdes, tu ne vois pas ici les robots taxis, mon ami. Je rappelle encore une chose, ils vendent des voitures, point barre. D'accord? C'est déjà ça qu'ils font aujourd'hui. Donc si tu l'évalues, c'est déjà par rapport à ça. Le reste, c'est de la guesstimation. Ça pourrait fonctionner comme pas du tout. Et ton rôle premier, c'est de protéger ton capital. Et ça, je parle aux personnes qui aiment toujours les aficionados de Tesla. Donc, pour revenir ici, concernant ici la baisse des ventes en Allemagne, il faut mentionner une chose, que Tesla se comporte d'une manière différente par rapport aux constructeurs automobiles. La dépense en termes de marketing n'est pas très élevée, pour ne pas dire presque égale à zéro, parce que Musk ou bien Twitter, c'est l'élément marketing premier. Là où Mercedes, Porsche, Ferrari vont dépenser de l'argent pour faire de la publicité, Musk, ils n'en font pas du tout. Deuxièmement, c'est une entreprise qui vend en direct. Il n'y a pas de concessionnaire Tesla. C'est eux-mêmes leurs propres concessionnaires. Donc, ça réduit encore les dépenses. Ensuite, vous avez... comment on appelle ça? Est-ce que ça peut m'écrire un dernier élément ici? Bon, même si j'ai déjà cité le fait que Trump soit le premier VRP de sa propre compagnie. Et, comment on dit ça? Voilà, le troisième élément ici, ça peut être le fait que Tesla ne renouvelle pas chaque année ses modèles. Vous allez voir la Camry 2005, la Mercedes, la S500 2025, ou bien 2026, 2027, ou bien 2024. Non, Tesla, c'est le modèle S. C'est le modèle Y. OK? Il n'y a pas de modèle chaque année. Et ça, c'est un avantage au niveau des dépenses. Mais est-ce que ça sera toujours le cas dans le futur? Je n'en sais strictement rien. Donc, j'avance sur le deuxième point. Un article de Bloomberg, qui était l'article le plus lu cette journée-là, sur un accident mortel survenu en 2023 impliquant le logiciel d'aide à la conduite de Tesla, a ravivé les doutes sur la technologie. Cette nouvelle a eu un écho particulier car Tesla s'apprête à lancer son service de robotaxi basé sur l'IA ce mois-ci. Donc, l'annonce, ça sera dans quelques jours. Bien que l'accident concernait une version plus ancienne du logiciel nécessitant une supervision humaine constante, le timing a suffi pour inquiéter les marchés. Donc, l'information en question, oui, ok, il y a eu cet accident-là, mais le logiciel mis en cause a évolué entre-temps. On parle de 2023, nous sommes en 2025. Donc, et le troisième point, enfin, une raison plus technique, d'accord, ne doit pas être écartée. Donc, et à savoir, avant cette chute, l'action Tesla avait connu une hausse significative depuis la publication des derniers résultats en avril. Il est donc probable qu'une partie de la baisse soit due à des investisseurs qui ont simplement décidé de prendre leurs bénéfices en vendant leurs actions pour sécuriser leurs gains. C'est aussi possible. Parce que comme on va le voir tantôt au niveau de l'analyse quantitative, Tesla se négocie à des niveaux de prix très élevés. Et très élevés, entre parenthèses. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'est pas encore mature. C'est une entreprise en croissance. Donc, le bénéfice net ne représente pas forcément la rentabilité globale de l'entreprise en année N plus 10, 20 ou 30. Donc, face à ce cocktail d'incertitudes politiques, technologiques et commerciales, une question se pose. Quelle posture adopter en tant qu'investisseur? Parce que c'est ça qui devrait plus nous intéresser. Pour un investisseur adepte d'une approche axée sur le long terme et qui privilégie l'analyse fondamentale, cette période de turbulence est riche d'enseignements. Plutôt que de céder à la panique, une telle situation rappelle quelques principes fondamentaux. Premier point, les fluctuations de marché sont inévitables. Un investisseur avisé, intelligent ou comme vous voulez, ne réagit pas sous le coup de l'émotion. Une baisse de prix peut être une chance d'acheter une entreprise de qualité,
qualité étant entre parenthèses, à un tarif plus attractif à condition que ses fondamentaux à long terme restent solides. Est-ce que c'est le cas pour Tesla? C'est à vous d'aller voir, vous qui êtes intéressé par cette compagnie. Deuxième élément, la saga Tesla illustre parfaitement l'importance de connaître l'entreprise dans laquelle on investit. Si la complexité des technologies d'aide à la conduite, les subtilités des ventes internationales ou l'impact des joutes politiques vous dépassent ou bien vous semble imprévisible, l'investissement devient un pari risqué. Et donc, il vaut mieux passer à autre chose. Troisième point, la valorisation de Tesla est souvent portée par des promesses futures, comme les robots taxis et la personnalité de son dirigeant. Parce que c'est une personnalité assez forte. S'il n'est pas là, est-ce que ça sera la même chose? Moi, et ça, ce n'est que mon avis. Si Musk disparaît demain, Tesla va commencer à se comporter comme une compagnie automobile lambda, en augmentant les niveaux de marketing, d'accord? Et également en faisant affaire à des concessionnaires indépendants. Donc, un investisseur prudent cherche à évaluer la valeur réelle de l'entreprise, basée sur ses profits actuels et futurs prévisibles, plutôt que sur le buzz médiatique. Quatrième point, les frasques d'un dirigeant, aussi brillants soient-ils, introduisent un facteur d'incertitude. Donc, les entreprises gérées de manière stable et prévisible qui génèrent des bénéfices constants loin des projecteurs sont souvent plus attrayantes pour une approche d'investissement à long terme. L'application de ces principes permet de prendre de la hauteur et de filtrer le tumulte quotidien pour se concentrer sur l'essentiel. En conclusion, la situation actuelle de Tesla est un rappel que les marchés sont souvent influencés par le bruit à court terme. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, Tesla, dans 10 ans, il y a de grandes chances que cette compagnie existe encore. Mais dans 10 ans, Trump ne sera plus président de la République. Enfin, président américain. Musk ne sera peut-être plus PDG de Tesla. Donc, c'est une situation à court terme, c'est du bruit. Est-ce que ça aura une influence globale à long terme sur le business? Je ne pense pas. Mais ça peut avoir une influence très grande à court terme. Donc, pour les investisseurs, l'objectif reste le même. Regarder au-delà des gros titres et se concentrer sur la capacité d'une entreprise à créer de la valeur durable année après année. Et si on va au niveau des chiffres de Tesla, et là je vais juste guesstimer assez rapidement. Tesla, les marges bénéficiaires de Tesla ne sont pas encore idéales. Donc, prendre le profit margin, l'EBITDA margin, c'est dangereux. Le bénéfice, le net income margin, c'est également dangereux un tout petit peu. Donc, on peut l'évaluer par rapport au cash flow opérationnel, même si ces cash flows opérationnels auront tendance à fluctuer. Et pour moi, je ne prendrais pas cette compagnie à plus que 15 fois les cash flows opérationnels. D'accord? Si je veux m'exagérer, je prends les cash flows opérationnels et les cash flows opérationnels peuvent être influencés par les marges. Je peux également prendre les cash flows opérationnels de Ferrari. De toutes les façons, je n'ai pas le choix que de faire la guesstimation sur cette compagnie. C'est soit le price to sales ou le price to cash flow. Ce sont les deux. Et donc, si je prends le price to cash flow à 15 fois les bénéfices, je descends à $92 à l'action. Admettons que je ne prends pas en considération la dette. Je n'achèterai pas Tesla à moins de $100. Et vous savez que sur cette chaîne, ça a toujours été mon prix. Tant mieux si je me trompe. OK? Mais je ne veux pas acheter cette compagnie à un prix plus élevé que $100 de manière globale. Et ça, c'est mon prix. Ce n'est que mon avis. OK? Parce que quand Tesla a commencé à se développer, on n'a pas pris en considération la compétition. Or, la compétition, elle est rude. Elle est même de plus en plus rude. Et donc, vous voyez ici que tôt ou tard, ça finit par nous rattraper. Parce que si vous gagnez de l'argent, les compétiteurs ne donnent pas. Tesla n'est qu'un vendeur de voitures. Et ça, je l'ai dit tantôt tout avant, au début de la vidéo, et je le répète encore une fois. C'est un vendeur de voitures. Si vous avez un avis différent, dites-le moi en commentaire. Mais surtout, c'est très important, parler d'éléments qui rapportent de l'argent. OK? Donc, pour moi, Tesla, c'est moins de $100. Est-ce que c'est une entreprise que je veux mettre dans ma watchlist? Non. C'est un vendeur de voitures. La seule entreprise qui vend des voitures qui peut rentrer dans ma watchlist, c'est
Ferrari aujourd'hui. Je ne dis pas que General Motors, Ford ou bien Stellantis ne sont pas sous-évalués, ou bien Toyota, ou bien Porsche, Volkswagen, et j'en passe, ne sont peut-être pas sous-évalués aujourd'hui. Je vous ai toujours dit une chose. Quand le marché déprécie un secteur d'activité, c'est peut-être le moment pour vous de vous y intéresser. Parce que la tendance est simple. Les entreprises ont tendance à revenir au niveau de la moyenne. OK? Mais pour moi, Tesla, ça reste la même chose depuis le premier jour. C'est moins de 100 dollars. Je dis bien moins de 100 dollars. Parce qu'au prix actuel, je ne considère pas ça comme étant une opportunité d'investissement. Et je peux me tromper. Et d'ailleurs, je me réserve le droit de le faire. Comme je l'ai toujours dit, le plus important, c'est de protéger son capital. OK? Donc là, on a parlé de toute l'influence avec Elon Musk, Donald Trump, etc. Vous voyez que politique et investissement ne font pas bon ménage. C'est pour ça que sur cette chaîne, je n'aime pas trop parler de politique de manière générale parce que aujourd'hui, c'est rouge, demain, ça sera vert. Donc, je préfère me limiter au rapport financier. Et pour ceux qui veulent aller loin, même si Tesla ne fait pas partie de ma watchlist, vous avez la possibilité d'accéder à cette watchlist-là. Et la watchlist en question, ça vous permet également de soutenir la chaîne. Merci, c'est bien. Soutenir, c'est mieux. Comme je le dis toujours. OK? Donc, vous avez la watchlist. J'ai proposé 1000 places pour cette watchlist-là, dans le sens où ce n'est pas un abonnement. C'est vraiment un tarif unique qui vous donne droit ici à poser des questions derrière. Thierry, est-ce que tu peux analyser telle ou telle entreprise qui fait partie de la watchlist juste pour la remettre à jour? Pour ceux qui veulent ne pas dépenser, même je n'aime pas parler de cheap, mais vous avez la possibilité également, pendant que vous serez sur cette page-là, de rentrer dans le club où je fais généralement un live par mois. D'accord? Je ne fais plus de live sur YouTube. Je fais un live ici et je le garde dans le club. Donc, notre premier live aura lieu ce mois-ci. Et donc, vous avez également le top premium qui prend en considération les notes d'analyse qui concernent uniquement des entreprises qui, moi, m'intéressent, que je considère comme étant sous-évaluées, ainsi que le suivi. Vous avez les analyses sectorielles parce qu'une entreprise n'évolue pas dans un secteur d'activité complètement différent. Donc, dans un secteur d'activité, on va le dire ici, générique. Chaque secteur étant différent, il faut les analyser de différentes manières. Par exemple, je dis toujours ici que dans le secteur de l'immobilier aux États-Unis, la construction immobilière, c'est un secteur qui est en croissance. Oui, il y a une pénurie de logements aux États-Unis. La seule raison pour laquelle ce secteur ne fonctionne pas bien aujourd'hui, c'est parce que les taux d'intérêt sont élevés. Tôt ou tard, ils vont baisser. Et ça favorise ici la croissance dans cette industrie-là. Or, les chiffres de ces entreprises-là sont en berne en date d'aujourd'hui. Et c'est grâce à l'analyse sectorielle qu'on peut savoir quel est l'élément, la croissance séculaire sous-jacente. Vous avez également accès à la watchlist, à la communauté privée, ainsi qu'aux analyses quantitatives. Il n'y a que dans ce domaine-là que vous pouvez demander, Thierry, est-ce que tu peux analyser telle ou telle entreprise? Et pour ceux qui veulent aller très loin, vous avez le programme d'accompagnement. D'accord? Le programme d'accompagnement englobe tout ce que j'ai cité précédemment, plus les éléments, on va dire les éléments qui concourent ici à l'augmentation des connaissances. Donc, j'appelle généralement ça ici pas de la connaissance, mais c'est de la connaissance à la pratique, on va le dire comme ça. OK? Parce qu'investir à long terme, c'est déjà prendre connaissance de ce qui est important quand on analyse une entreprise, mais également, en analysant l'entreprise, monter en compétence. OK? Monter en compétence, ça veut tout simplement dire que plus j'analyse des entités, plus j'ai confiance en mon propre raisonnement. J'ai vu quelqu'un qui m'a posé une vidéo, qui m'a mentionné tantôt la dernière fois, qui demandait, quand il voulait analyser une compagnie, il avait juste à poser la question à l'IA. Je ne lui ai pas encore répondu, mais j'allais lui dire une chose, c'est que l'IA, c'est une IA générative. Donc, elle formule une réponse qui se rapproche de la réalité. Et si tu ne fais pas attention, tu vas droit au mur. Elle n'a je dis bien, elle n'a pas de vocation à te donner qu'est-ce que tu dois acheter en date d'aujourd'hui. D'accord? Et donc, il faut le faire, c'est très important. Mais il faut avouer que ce sont des éléments, ce sont des assistants qui nous permettent
de gagner du temps dans nos processus d'analyse. Tu peux poser la question de savoir, imagine un monde sans Cisco ou bien Apple. Ou bien pourquoi est-ce que les clients achètent sur Apple, etc. Ça débroussaille le terrain au début. Ça vous donne une information, mais que vous devez toujours aller vérifier. Bref, comme je l'ai dit, vous avez la watchlist pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, le club, le top premium, ainsi que le programme d'accompagnement. Concernant Tesla, ça reste un fabricant de véhicules. Moi, je l'attends à moins de $100. Et encore, ce n'est pas comme si je vais vouloir l'acheter parce que je ne considère pas que Tesla a un pricing power. Mais il faut marquer une chose. Le but de Tesla n'est pas de vendre des voitures uniquement. Son but est d'avoir le maximum de véhicules en circulation sur le territoire. Parce que derrière ça, on va vendre quoi? Des services. Ça peut être des assurances. Ça peut être ici des abonnements ou des choses comme ça. C'est important. Et là, c'est ce qui m'intéresse sur Tesla. D'accord? Mais pour le moment, on va rester sur les lignes de côté. On va observer. OK? Et si un jour Tesla nous présente un prix intéressant, pourquoi pas? Mais il y a de grandes chances que je n'achète jamais du Tesla. Et ça, ce n'est que mon avis. Ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas acheter du Tesla. Ça reste une belle entreprise qui a bousculé beaucoup de choses dans le secteur automobile. D'accord? Donc, mon avis, ce n'est que mon avis par rapport à mon expérience. Et donc, vous devez toujours vous fier à votre propre avis. Parce que sur cette chaîne, je n'ai pas envie d'avoir une quelconque influence sur vous. L'information concernant la vidéo d'aujourd'hui, c'est uniquement, s'il faut retenir une chose, c'est l'influence que le politique peut avoir à court terme sur une entreprise. Oui, Elon Musk, tout le monde était content quand il a quitté Dodge pour revenir à Tesla, mais aujourd'hui qu'il s'en va en guerre avec le gouvernement américain, surtout qu'il sait que Trump peut avoir une influence sur son business. Il faut dire la vérité. Regardez bien la segmentation géographique. Bah, c'est normal que les investisseurs prennent peur. Et ça, c'est un élément que vous ne pouvez pas anticiper. Mais c'est également un élément que je considère comme étant temporaire. Pourquoi est-ce que je dis que c'est temporaire? Parce que Trump, tôt ou tard, finira par partir. Je ne dis pas que le prochain ne va pas continuer dans cette même politique, mais il y a de fortes chances qu'il y ait un tout petit peu de... Comment on appelle ça? De détente, on va le dire comme ça. Bref, j'ai assez parlé. Je ne voulais pas que cette vidéo dure autant. On a fait plus de 30 minutes sur une vidéo. On va se donner rendez-vous sur la prochaine. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, un merci, c'est bien. Prendre la watchlist, c'est encore mieux parce que ça permet ici de créer du contenu de manière ici plus... parce que j'ai envie de créer un contenu qui est un tout petit peu plus pointu que ce que j'ai ici. Donc, le montage est important. Donc, vous avez le club, le top premium, etc. Je ne mentionne pas juste... je mentionne juste ici la watchlist parce que c'est la version la moins dispendieuse ici, en dehors du club, bien sûr. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est toujours un moyen de le faire. Ce n'est pas la charité, les amis. Vous le faites si vous voulez. Si vous ne voulez pas également, vous ne le faites pas. D'accord? Ça ne change rien du tout. D'accord? Le plus important ici, c'est que derrière ça, on continue à créer du contenu qui puisse plaire à la majorité et surtout qui puisse nous permettre d'apprendre quelque chose en supplément. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, le plus important, c'est de retenir l'influence du politique à court terme sur une entreprise et comment est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous devez vous comporter. Et ce n'est pas un ordre. D'accord? Donc, ce n'est que mon avis. Par rapport à ce que Trump fait ici, Elon Musk, c'est court-termiste pour moi. Si je me trompe demain, on s'ajustera en conséquence. Et si vous pensez que c'est à long terme, laissez-moi savoir également en commentaire parce que le débat, il est ouvert. Je n'ai pas la science infuse et je ne veux même pas avoir la science infuse. Moi, je suis là pour apprendre matin, midi et soir. Et j'apprends également de vous. Même si, bon, il y a certains éléments que je connais déjà, mais de manière générale, c'est toujours important de recueillir vos avis. Donc, on se donne rendez-vous en commentaire. Dans le club, notre premier live aura lieu la semaine prochaine, lundi prochain. OK? Et ainsi de suite pour le reste. Bref, un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.